Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre, bon appétit si vous êtes à table. Service compris, c'est l'émission qui vous trouve des solutions pour vous aider dans votre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, comme tous les lundis, place à notre thématique de l'emploi, parce qu'il y a de quoi faire. À votre disposition, c'est Raphaëla Dallo. Bonjour Raphaëla. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Coach pour le cabinet Énergie Coaching à Paris, que l'on peut mieux connaître évidemment en allant sur energiecoaching.fr. Et vous avez aidé, même par Skype, bien des auditeurs de Sud Radio à se remettre au sel. Donc ça, c'est formidable. Donc vous qui nous écoutez, franchement, ne laissez pas passer le coche. Vous appelez, vous faites le 0826 300 300 pour être guidé par Raphaëla. Même chose évidemment avec notre page Facebook, service compris. Faut que ça bouge. Même chose si vous voulez participer, il y a sudradio.fr. Alors Raphaëla, aujourd'hui vous allez nous dire ce qu'un recruteur attend exactement d'une candidature. C'est vrai qu'on a rarement l'habitude de voir les choses comme ça. On est focalisé sur sa candidature, mais on n'imagine pas ce qu'en face l'autre attend de ce qu'on lui envoie. Alors ça, c'est capital. Même si on peut déjà avoir une petite idée quand même. Parce qu'avec grâce à notre émission, évidemment. Aussi, mais avec l'annonce à laquelle on répond finalement, on a déjà une petite idée quand même des compétences qui sont recherchées par le recruteur. Oui, donc ça, c'est déjà un point vital auquel il faut savoir répondre. Donc bien lire l'annonce, bien détecter quelles sont les compétences, même quelquefois un peu cachées. Parce que souvent, lorsqu'une société se présente dans une annonce, elle parle un peu d'elle et on doit bien lire entre les lignes parce qu'on peut y détecter déjà des informations sur leur culture d'entreprise, sur certaines de leurs valeurs. Alors quand c'est formulé de quelle façon, par exemple? Qu'est-ce qui doit nous alerter? Alors par exemple, quand ils disent nous sommes par exemple une petite équipe pour une start-up, nous sommes une petite équipe dynamique qui travaillons dans un open space, voilà, ça veut déjà dire que on attend que la personne soit capable de travailler dans un environnement un peu bruyant, certainement. Oui, qu'elle pense collectif. Qu'elle pense collectif, quel est l'esprit d'équipe, voilà, c'est ce genre de choses-là. Après, évidemment, on peut toujours, et je le conseille absolument, d'aller sur le site de la société pour évidemment approfondir ces aspects-là. Alors donc je reviens à l'annonce. Là déjà sont normalement écrits les savoir-faire, c'est-à-dire vraiment les compétences qui sont recherchées. Ça c'est le point. Ensuite, ce qu'attend un recruteur, et ça il le verra surtout à l'entretien, parce que après tout quand il reçoit le CV, même par le CV, il comprend pas quelle est la personnalité vraiment du candidat. Et en fait, il cherche une personnalité, il cherche un certain type de personne qui aura un certain type de comportement. Or, le comportement, on ne peut le voir que de visu. Donc, il le verra à l'entretien. Alors, ça va de la façon de se présenter, physiquement, je dis, donc comment on s'habille, comment on se présente, si on présente bien, si on s'habille bien, si on se coiffe bien. Enfin, voilà, la première impression sans avoir même parlé encore. Ensuite, pendant l'entretien, effectivement, c'est en posant des questions, peut-être de façon détournée aussi. Par exemple, je pense à une question qu'un client sur laquelle on a travaillé avec un client dernièrement, c'était avec quel type de manager vous aimez travailler ? Ah, c'est un peu piège. Alors ça, oui, c'est un peu. Enfin, c'est pas vraiment piège, mais disons que ce que cherche le recruteur, c'est de savoir. Mais encore faut-il être capable de déterminer les différents types de managers. Oui, mais enfin... pour vous, c'est évident, Raphaëla. Non, mais enfin, en général, on sait avec qui on aime travailler. Quand même, avec quel type de personne on aime travailler. Et on pose cette question-là parce que le recruteur sait, alors que ce soit la personne des ressources humaines ou même lui-même serait le manager peut-être, ils savent avec qui cette personne va devoir travailler, à qui elle va devoir reporter, pour peu que ce soit une personne qui a une personnalité très forte, qui est dans le contrôle, qui est tout le temps sur le dos. Voilà, il faut prendre en compte ces choses-là et s'assurer de trouver la bonne personne qui sera capable de travailler avec cette personnalité. Et donc, par ces questions-là, on comprend, et par la réponse évidemment du candidat, on comprend si oui ou non, elle ou il sera capable de s'adapter à des personnalités fortes. Voilà. D'accord. Ça c'est donc il essaye de détecter par ce genre de questions très un petit peu piège quand même, c'est vrai. Pour revenir à l'annonce, vous nous conseillez dans le CV de faire un CV par
pour chaque type de poste recherché, Oui. Plutôt que d'enfiler des perles là en termes de compétences. Absolument, vous avez tout à fait raison. Il faut cibler bien le poste que l'on recherche et on vous dit toujours, on vous conseille de reprendre le titre de l'annonce, parce que dans l'annonce ils mettent, on cherche par exemple un manager finance. Ou un conseil juridique, ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver Pardon. Qu'est-ce qu'on cherche beaucoup en ce moment dans la restauration? Oui, dans la restauration. Alors effectivement, ça peut être un serveur, ça peut être quelqu'un à l'accueil, un hôtesse d'accueil. Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, il faut reprendre ce titre dans le CV, mais il faut aussi, et ça je le vois malheureusement très souvent, c'est qu'après le CV, il doit coller avec ce titre. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de mettre en avant. La question, tout à fait. Ça sert à rien de mettre le titre si ensuite la suite ne correspond pas. Donc il faut que dans le domaine de compétences, qui est le premier bloc que l'on conseille toujours de mettre dans le CV, c'est de mettre les compétences que vous avez eues, même si vous avez eu des expériences tout à fait différentes que dans la restauration, par exemple, mais au moins mettre les compétences par exemple, pour une hôtesse d'accueil, de mettre très bon relationnel avec les clients, présente très bien, enfin voilà, ou sait des langues, connaissance de langue, etc. Et après, évidemment, essayez quand vous détaillez dans votre CV votre expérience, encore une fois, même si ce n'est pas exactement celle recherchée, mettez en avant les actions qui, par analogie, peuvent correspondre au job auquel vous répondez. Non, mais c'est très important de le souligner, Raphaël, parce que sinon on comprend que le CV part directement à la poubelle. Absolument, tout à fait. Donc ça, c'est le b.a.-ba de ce qu'un recruteur attend de notre candidature. Tout à fait, parce qu'encore une fois, le recruteur, il en reçoit plein de CV. Donc lui, il prend 2 secondes, il lit le début. Si le début colle, alors il va regarder le reste. S'il ne colle pas, il le met de côté, immédiatement. À quoi faut-il faire attention encore ? Alors, à quoi il faut faire attention ? Alors, ce qu'il faut, c'est surtout détecter les compétences qui ne sont pas forcément dans l'annonce, par le site, par les informations que l'on peut avoir aussi, se renseigner autour de vous si vous connaissez pas des gens qui connaissent cette société, qui connaissent des gens dans cette société, pour savoir un peu quelle est la culture, pour pouvoir mettre ça en avant pendant l'entretien et dire voilà, je corresponds parce que je vous connais, je sais que vous travaillez de cette façon, que vous avez des équipes, que vous êtes très dynamique, et moi-même je sais faire ça parce que je l'ai fait dans une autre société ou dans une autre expérience. Voilà, donc vraiment, en plus ça montre la motivation, parce que qu'est-ce que veut un recruteur ? C'est avoir quelqu'un qui est motivé, mais motivé vraiment sincèrement à les rejoindre eux. Oui, voilà. Et donc il faut et pas juste. C'est même le nerf de la guerre, mais absolument. C'est important de le signaler aux auditeurs, dont certains se disent mais moi j'ai envoyé 150 CV et ça marche pas. Mais oui, mais ça marche pas pour une bonne raison, c'est parce que on se dit il a envoyé la même lettre à tout le monde, il a pris juste la peine de changer le nom de la société et quelquefois ces personnes-là sont appelées et au téléphone ne savent plus de quelle société il s'agit, parce qu'ils ont envoyé tellement de CV, et là franchement l'impression est très mauvaise, parce qu'on se dit alors il a vraiment ciblé un peu n'importe qui, et puis il est même pas organisé, parce qu'il sait même pas de qui il s'agit. Raphaël, on va accueillir Henri, on va continuer bien sûr à égrener ce qu'un recruteur attend d'une candidature, c'est passionnant, mais Henri, on va arrêter de le faire patienter peut-être, Henri, non ? Bonjour. Henri. Bonjour. Bienvenue mesdames. sur Sud Radio, Henri. Bonjour mesdames. Alors, votre question pour Raphaël. Oui, alors moi je suis opticien et donc je vais passer quelques entretiens là dans les jours et les semaines à venir. Oui. Et donc j'ai bien noté les nombreux conseils que vous donnez, et j'ai une question, ce serait sur la question du salaire. C'est celle qui me fait entre guillemets le plus peur et qui me perturbe le plus, voilà. Et donc je voulais savoir si le recruteur attend que le candidat parle du salaire ou si c'est plutôt au candidat de prendre l'initiative de parler du salaire. Et si c'est le candidat qui doit prendre cette initiative, est-ce qu'on donne le salaire que l'on espère, ou est-ce qu'on donne un peu plus haut pour avoir une marge de négociation, ou est-ce qu'on donne une fourchette ? Enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut faire sur la question du salaire ? D'accord. Alors déjà, en général, on a plusieurs entretiens. Donc, on vous dit si vous allez avoir plusieurs entretiens ou si vous allez en avoir qu'un. Alors, si on vous dit
que vous allez en avoir plusieurs et tout dépend évidemment de la personne que vous voyez en premier. Si vous voyez par exemple celui qui sera votre manager ou un opérationnel, c'est clair que lors du premier entretien, c'est pas la peine, sauf si c'est lui qui parle du salaire, c'est pas la peine que vous en parliez tout de suite. D'accord. Si après cet entretien-là, le manager vous trouve que vous êtes un profil intéressant, alors à ce moment-là, il vous fera voir certainement par la personne des ressources humaines. En général, ce sont les personnes des ressources humaines qui elles, parlent des aspects pratiques. Ouais, mais enfin, l'aspect pratique, c'est un peu le nerf de la guerre aussi. Mais en général, on n'en parle pas au premier entretien. Oui, voilà. Mais en tout cas, je conseille toujours de laisser le recruteur en parler en premier. Si effectivement vous sentez que c'est quand même quelque chose d'important, parce que quelquefois vous pouvez vous dire, ils ne mettent pas le salaire qu'ils proposent dans l'annonce. Et vous aimeriez quand même savoir un petit peu avant de perdre du temps et d'aller plus loin. Vous voudriez savoir où est-ce qu'on en est. À ce moment-là, oui, je vous conseille même à partir du premier entretien, à la fin, quand en général on vous demande est-ce que vous avez des questions. Et s'ils ne l'ont pas abordé, bien entendu, vous pouvez dire j'aimerais parler des aspects pratiques. Est-ce que c'est déjà avec vous que je dois en parler? Déjà, vous pouvez leur demander. Oui. Et puis ensuite, s'ils vous disent oui, tout à fait, à ce moment-là, dire j'ai pas vu, vous avez pas mis de salaire, qu'est-ce que vous proposez? Et alors là, vous voyez. Ça fait pas un peu agressif que ce soit le candidat qui. Ah, pas du tout. Non, parce que si vous le faites de cette façon-là, je vous dis, vous demandez la permission déjà d'en parler, puisque vous dites, est-ce que c'est avec vous, est-ce que c'est maintenant qu'on peut parler, donc vous posez la question, et le recruteur vous dira non, parce que de toute façon, ça, vous verrez ça avec la RH, ou alors, non, moi, j'ai pas l'info. Là, Henri, vous avez rendez-vous chez un opticien, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, voilà. je sais pas encore. Bon, alors si c'est l'opticien directement, mais vous pouvez formuler les choses de telle façon à lui dire, est-ce que c'est à vous que je demande Tout à fait. Les aspects pratiques, les aspects pratiques de la rémunération. Et là, il va vous dire, c'est pas compliqué, s'ils sont 2 salariés, oui c'est moi ou non c'est l'autre. Voilà. Oui, bon. Oui, c'est sûr. Et alors justement, quand donc vous parlez du salaire, si lui dit, alors en général c'est le recruteur qui vous dit, soit voilà ce qu'on propose, donc la fourchette. Et alors là, à vous de voir, et toujours, ça c'est un conseil que vous donne toujours, avoir en tête le minimum en dessous duquel vous n'êtes pas prêt à aller. Mm-hmm. D'accord? Donc, dites-vous bien quel est le salaire en dessous duquel vous ne voulez pas aller, parce que ça, vous devez être très ferme si jamais il vous propose quelque chose d'en dessous. De trop bas. Et à ce moment-là, vous dites, non, désolé, c'est beaucoup plus bas que ce que je suis prêt à accepter. Donc, voilà. Après, effectivement, alors, moi, je vous conseille de vous renseigner quand même un peu. Il doit certainement y avoir des informations sur Internet, sur la fourchette de salaire que gagne une personne de votre expérience dans ce domaine. Il y a quelques informations sur Internet, oui. Voilà, donc vous référez à ça, vous pouvez leur dire, écoutez, moi je sais que dans cette activité, pour tant d'expérience, en général, on gagne entre ça et ça, et moi, je souhaiterais soit être au milieu de la fourchette, soit dans la partie haute de la fourchette, et après vous commencez la négociation avec lui. Mmh. Entendu, Henri ? Ok, très bien, merci beaucoup. Je suis sûre que tout va bien se passer avec les bonnes infos de Raphaël Dallo. Bonne chance, allez, bonne chance, et restez fidèles à Sud Radio, et puis surtout vous nous rappellerez pour nous raconter comment ça s'est passé, parce que on a faim de vos témoignages, ça peut quand même être très instructif pour tous ceux qui sont à l'écoute. Allez, le 0826 300 300, on se bouge pour vous dans votre vie quotidienne, on veut que vous bougiez avec nous, il y a notre page Facebook aussi, service compris, faut que ça bouge. Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier. Vous désespérez de ne pas retrouver de travail ou vous désespérez de ne pas trouver de premier emploi, c'est pas évident non plus. Raphaël Dallo, notre coach en recherche d'emploi de Énergie Coaching, vous dit ce qu'un recruteur attend d'une candidature. On a conseillé Henri il y a quelques minutes, Raphaël, et là on va accueillir Justine. Tiens, on me dit qu'elle est recruteur dans le e-commerce, c'est bien ça, Justine ? C'est bien ça, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, vous, ce que vous attendez de quelqu'un que vous allez employer en tant que recruteur. Qu'est-ce que vous attendez d'une candidature? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Alors, généralement,
Je vais parler plutôt des entretiens quand la personne a été sélectionnée par CV, parce que généralement les CV on les traite et il y en a énormément. Donc pour pouvoir différencier les bons candidats des moins bons candidats. Au niveau de l'entretien, comment ça se passe? Ce sera plutôt forcément le parcours professionnel, donc avec les expériences, les exemples et les mises en situation. Donc ça nous permet de prendre le candidat un petit peu au dépourvu et de faire ressortir le meilleur de son potentiel dans toutes les situations. On va aussi parler de ses motivations. Donc, ce qui peut sembler redondant, parce que généralement, à chaque entretien, on parle des motivations, mais c'est extrêmement important parce que pendant le recrutement, ça nous permet de différencier le candidat qui va rechercher un job alimentaire d'un candidat qui souhaite vraiment évoluer dans notre entreprise, de se dépasser dans ses objectifs et qui nous a pas choisi par hasard, en fait. Et puis, dans une autre partie de l'entretien, donc ce qui sera un petit peu plus informel, ce sera les qualités et les défauts du candidat. Et aussi pouvoir voir également les défauts qui sont préfabriqués, généralement comme le perfectionnisme. Ça, je pense ne pas être la seule recruteuse à en parler, mais généralement, ça revient le perfectionnisme. Ça revient un petit peu à tous les entretiens. Et ça nous permet de voir aussi qu'il y a un manque d'implication dans la préparation de l'entretien et de la sincérité du candidat. Mais par exemple, des qualités comme l'assiduité, comme l'assiduité ou la bonne gestion du stress, ça, par exemple, ce sont des qualités qui sont privilégiées. Alors, quel message vous faites passer à ceux qui nous écoutent, justement, fort de tout ce que vous nous avez dit, Justine? Généralement, nous, les candidats, on les veut motivés. Donc, on va essayer de trouver la petite brèche qui va faire qu'on va voir justement le candidat qui est impliqué. Généralement, en plus, au vu des candidatures qui arrivent en ce moment, on va privilégier aussi le côté humain, qu'on a un petit peu plus laissé sur le côté avant, mais qu'on va privilégier maintenant. Parce qu'effectivement, il y a la concurrence et on essaie justement de se différencier de celle-ci. Donc, travailler aussi l'entretien, hein, c'est ça? Absolument, oui, hein? l'entretien. Oui, Raphaëlla, qu'est-ce que vous retenez là de ce qu'a dit Justine? Tout à fait. Oui, on est exactement sur la même longueur d'onde. Effectivement, comme Justine disait, pendant l'entretien, ils vont surtout aussi se focaliser sur le savoir-être, donc tout ce qui est comportemental, la personnalité, de plus en plus d'ailleurs, le côté humain de la personne, etc. Et ce qui est très intéressant et ce que l'on travaille aussi quand on se prépare aux entretiens, c'est les mises en situation. Ça, c'est vrai que le recruteur fait, c'est-à-dire qu'on propose des situations et on demande aux candidats comment vous réagissez. Et ça, c'est très intéressant effectivement pour les recruteurs parce que ça, en général, c'est un peu déstabilisant et c'est là que l'on voit la vraie nature du candidat. Voilà, ça en dit long en fait sur la personnalité du candidat. Hein, c'est ça, Justine? Exactement. Parce que nous, on veut recruter des collaborateurs rigoureux avec un petit brin de folie parce que c'est l'image de notre enseigne, mais pas des robots. Donc forcément, on les met en situation pour voir justement quel est le potentiel réel du candidat. D'accord. La mise en situation, très important. Hein. Merci Justine pour votre bel éclairage sur Sud Radio. Merci beaucoup. Je suis sûre que c'est très instructif pour tous ceux qui sont à l'écoute. On va accueillir Julien qui a fait le 0826 300 300. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir sur cette émission. Alors moi j'aurais voulu vous poser la question suivante, c'est que j'ai passé un entretien d'embauche il y a 2 semaines qui s'est très bien passé, enfin selon mon ressenti. Oui. Donc je n'ai pas eu de réponse depuis ou de retour ou quoi que ce soit de la part de l'entreprise. Je stresse un peu, je dois dire quand même, et j'aurais voulu savoir si d'après vous je devrais leur monter ma motivation au travers des envois de mails, des relances, ou tout simplement, je sais pas, ne rien faire et faire croire certainement que je suis complètement serein, mais ce qui n'est pas le cas. Oui, je comprends. Est-ce qu'à la fin de l'entretien, il vous avait dit quelque chose à propos du processus de recrutement? Est-ce qu'il vous avait dit qu'il vous tiendrait au courant? Rien du tout? Rien de particulier, ils ont juste dit que j'allais recevoir très prochainement de leurs nouvelles. Ah, très prochainement, ils vous ont pas dit ce que ça voulait dire pour eux? Non,
Non. Et d'accord. Et vous avez pas osé demander, parce que vous savez, vous avez le droit de demander. Vous avez tout à fait le droit, et c'est pas du tout agressif de dire, voilà, si la personne vous dit très prochainement, vous pouvez dire, est-ce que je peux me permettre de vous demander qu'est-ce que ça veut dire très prochainement, la semaine prochaine, dans 2 semaines, après les vacances, après les vacances, parce qu'on sait qu'il y a les vacances de Pâques, donc peut-être que ça aussi ça joue dans le fait qu'il vous ait pas encore répondu, ou peut-être même ils attendent de voir un certain nombre de candidats pour ensuite mettre en concurrence les 5 derniers ou les 3 derniers ou quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, vous m'entendez, Julien ? Oui, bien sûr, je suis toujours là. Julien est là, très attentif. En fait, de toute façon, ce que je conseille de faire après un entretien, c'est d'envoyer un email à la personne si vous l'avez, ou enfin en principe vous devez avoir l'email de quelqu'un dans la société. Il faut se débrouiller pour avoir l'email de la bonne personne. Pour pouvoir le remercier de l'entretien très intéressant de l'échange que vous avez eu lors de l'entretien, et que vous réitérez votre motivation, votre intérêt à rejoindre cette société ou le poste qu'ils offrent, et que donc vous attendez avec impatience de leurs nouvelles. Voilà. Ça c'est une chose à faire en général quelques jours après, si c'est pas le jour après l'entretien. Là, apparemment vous ne l'avez pas fait, mais c'est pas trop tard. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez envoyer un email en disant voilà, je voulais tout d'abord vous remercier pour l'échange que nous avons eu il y a 2 semaines, et en fait je me permets de revenir vers vous pour savoir où en était le processus de recrutement. Merci de m'en tenir informé, voilà, bien cordialement, et voilà. Julien, vous avez toutes les bonnes infos là, hein ? Oui, j'ai tout noté en plus, donc il n'y a aucun moyen que j'oublie. D'accord. Bon, écoutez, on vous souhaite une belle après-midi, et on accueille Magali, qui a fait évidemment le 0826 300 300. Allez Magali, Bonjour, vous écoute Magali. avec Raphaël Adalo. Oui, bonjour. Alors moi, je suis actuellement en recherche d'emploi dans le secteur de la vente. Je commence tout juste à envoyer ma candidature à certains magasins, donc mes lettres de motivation, mes CV. Et je me demandais si c'était mieux de rédiger sa lettre de motivation à la main ou à l'ordinateur de nos jours, et si je peux me permettre de faire un petit peu d'humour pour vraiment montrer ma personnalité. Parce que je suis très drôle. Voilà. D'accord. Vous avez confiance en vous, c'est bien. Alors, pour ce qui est de écrire, je pense que pour la vente, sincèrement, je pense que vous pouvez vous permettre de le faire par ordinateur. Il n'y a pas forcément besoin de l'écrire à la main. Dans quelle profession c'est encore entre guillemets bien vu d'écrire à la main ? Franchement, je pense que c'est pas une question de profession, c'est plus une question de. Il y a certaines entreprises qui réclament une lettre manuscrite parce qu'ils font une analyse graphologique. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'ils veulent voir, si vous écrivez bien. Enfin, c'est pas par la calligraphie. Mais je trouve qu'il y a de moins en moins. Sincèrement, j'ai plus beaucoup entendu ces histoires de analyse graphologique. Enfin, alors, pour répondre à Magali. Donc, votre autre question, qui est, je sais plus. Donc, est-ce qu'il vaut mieux rédiger l'humour. Alors, cette question, elle revient souvent. Hein. Oui, elle revient souvent. L'humour dans la lettre de motivation. Écoutez, tout dépend quel humour, quoi. C'est-à-dire que si c'est de l'autodérision ou c'est de l'humour sur quoi, en fait? Je sais même pas, je réfléchis. Vraiment, soit des boutades, des jeux de mots, ou de jouer avec le secteur où j'ai envoyé ma lettre, de faire un référencement par rapport à ça, c'est comique, ou pas de blague, mais mais ouais, mettre des petites notes. C'est délicat quand même. Hein. C'est délicat. Écoutez, moi, franchement, je vous conseillerais de ne pas en faire dans votre lettre de motivation. Éventuellement, si vous pouvez pas vous empêcher de faire de l'humour, c'est quand vous allez à l'entretien, c'est de jauger un peu comment ça se passe. Si la personne en face de vous est prête, vous avez l'intuition qu'elle est prête à accepter un certain type d'humour, vous pouvez y aller. Mais si vous sentez que non, qu'il faut pas dépasser certaines limites, non, je vous conseille pas de le faire parce que ça peut être très risqué. Hein. Oui. Pour faire de l'humour, encore faut-il être vraiment sûr de
de son humour, quoi. C'est-à-dire qu'il faut connaître bien la personne en face, quoi, déjà, et pour savoir si ça va être accepté ou pas. Enfin, c'est très délicat. C'est compliqué, surtout dans le domaine de la vente, parce que après, la personne pourrait croire que vous faites ça aussi avec les clients, et il pourrait pas forcément apprécier. Vous comprenez ? C'est un double tranchant. Il vaut mieux soigner la lettre de motivation en soignant son vocabulaire, restez et la richesse du vocabulaire. Voilà, restez professionnel. Déjà pas mal. Et puis si vous verrez après, plus tard, que vous pouvez en faire, n'hésitez pas alors. Oui. Allez Magali, on ne veut pas vous brider. Bonne chance pour envoyer votre lettre de motivation. Merci infiniment.